Alors, Sylvain Tamier est ergothérapeute en libéral et fondateur du cabinet Ergo3A. Hélène Nicoulin est psychomotricienne. Elle a forgé son expérience en milieu hospitalier et institutionnel avant de se concentrer depuis plus de 20 ans à la prise en charge au sein de son cabinet libéral. Un tonnerre d'applaudissements pour ce duo exceptionnel. Bonjour à tous, merci d'être venus assister à cette présentation. Alors effectivement, comme le disait Florent, la différence n'est pas toujours claire en général pour le grand public. Donc on va essayer d'être le plus clair possible aujourd'hui. On commencera par définir de manière générale nos deux métiers. Et on va par la suite essayer d'illustrer, d'être le plus concret possible, de vous proposer des exemples les plus visuels possibles pour bien comprendre ce qui va être spécifique à chaque métier, ce qui va peut-être aussi être similaire, ce qui peut se superposer. Mais surtout, le but, c'est d'essayer de vous montrer ce qui peut être complémentaire. Ça va être vraiment ça l'objectif de notre présentation. Alors, je vais commencer par définir l'ergothérapie. Si ça marche. Non, ça ne marche pas. Donc, on va faire au clic. Tu veux un truc là? Flèche du bas? Ah, flèche du bas, bah oui. Ok, donc non, on revient. Hop. Alors, dans ergothérapie, il y a la racine ergo, qui vient du grec, qui signifie travail, activité. Ça va être vraiment ça le cœur de métier de l'ergothérapeute, puisqu'il va s'intéresser aux activités humaines, aux activités qu'on réalise tous au quotidien. Donc, si je prends une journée type, par exemple, le matin, je me lève, je m'habille, je mange, je prends mon vélo pour aller travailler, par exemple. Donc, on a des activités qu'on va classer dans la sphère des soins personnels, prendre soin de moi. On a aussi des activités de productivité, par exemple le travail, l'école, et également des loisirs. Je joue au foot, je fais du théâtre, je joue aux cartes. Donc on va essayer de prendre en compte vraiment l'ensemble de ces activités pour la personne qu'on accompagne, surtout en s'intéressant aux situations de handicap qu'elle rencontre. On peut imaginer qu'une personne qui subit un accident ou qui présente un trouble de santé, qui a un fonctionnement différent, peut-être au niveau cognitif, peut être amené à rencontrer des difficultés dans certaines tâches de sa vie de tous les jours. Et donc le rôle de l'ergothérapeute, ça va être d'analyser pourquoi le problème se pose et de chercher à réduire ces situations de handicap. On va regarder 3 choses pour analyser pourquoi ce problème survient. La première chose, ça va être déjà d'aller rechercher un petit peu au niveau des capacités de la personne. Qu'est-ce qui est mis en jeu dans cette activité? Sur quoi on va pouvoir, qu'est-ce qui est mobilisé? La deuxième chose, c'est d'aller regarder l'activité en elle-même et la manière dont elle est réalisée. Le troisième point, ça va être l'environnement. Dans quel environnement l'activité se déroule et avec quel type de matériel, avec quel type d'aide humaine, par exemple. Le but étant de proposer des solutions pour régler les problèmes qui se posent. Si je veux illustrer un petit peu d'un exemple, alors pour les 3 sphères, j'ai emprunté la vidéo d'une personne que vous pourrez retrouver sur Instagram sous le nom de Roro le Costaud, qui est une personne tétraplégique et qui propose des vidéos assez humoristiques en général et qui partage aussi son quotidien en tant que personne en situation de handicap. Je vais prendre l'activité cuisine. Je dois préparer un repas. Je vais aller regarder, d'une part, au niveau des capacités de la personne. En l'occurrence, c'est une personne qui n'a pas de possibilité de fléchir les doigts, donc qui va être en difficulté pour saisir des objets, par exemple, mais qui a quand même une extension du poignet qui va permettre de compenser cette déficience. Donc on va commencer, par exemple, à regarder quelles sont les stratégies alternatives au niveau du geste. Alors, je crois qu'il faut que je coupe le son juste. Non, il n'y a pas le son. Hop. Alors, j'arrive pas à zoomer. Voilà, je coupe juste le son. Donc l'activité, en l'occurrence, ça va être, voilà, par exemple, préparer une tarte au poireau. Il va falloir enlever la première couche du poireau qui est un petit peu terreuse et ensuite découper le poireau. Pour une personne qui n'a pas la possibilité de pincer, par exemple, on ne va pas pouvoir enlever le poireau de cette manière. Il va falloir réfléchir à une autre façon de faire. Et la manière choisie, en l'occurrence, là, ça a été d'éplucher le poireau. Ce n'est pas quelque chose de conventionnel, mais c'est quelque chose qui va permettre d'aboutir à la finalité de l'action. Pour ça, on va aussi choisir du matériel adapté, par exemple un économe qui peut être utilisé
sans avoir besoin de plier les doigts. Et également un couteau, alors là vous pouvez voir voilà, le couteau conçu spécialement pour la personne afin d'utiliser ses capacités de la manière la plus fonctionnelle possible. Donc je vous donnerai des exemples plus axés sur les enfants, mais je voulais vraiment vous montrer déjà un exemple avec une personne adulte, puisque l'ergothérapie intervient à tout âge, du jeune enfant à la personne âgée. Et on parlera un petit peu après des particularités vraiment de la pédiatrie. Je te laisse. Tu veux ça ou... Ok. Donc Simia vient de vous exposer effectivement donc, le rôle de l'ergothérapeute. À moi de vous définir un peu le métier de psychomotricien. Donc, pour vous définir le métier de psychomotricien, eh bien, en fait, il faut d'abord vous définir ce que c'est la psychomotricité, puisque la psychomotricité ou le psychomotricien, c'est la même fonction. La psychomotricité, en fait, l'homme est un être psychomoteur. Tout ce que l'on va faire est psychomoteur. Tous nos actes, toutes nos manifestations, hein, tout ce que l'on va faire va témoigner de la manifestation finalement conjointe à la fois de nos fonctions cognitives, de nos fonctions affectives et nos fonctions sensorimotrices. Je vais vous mettre un peu en situation. Imaginez que vous êtes en haut d'un escalier et que vous descendez tranquillement et tout d'un coup, la lumière s'éteint. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre corps, au niveau de votre équilibre? Dans un premier temps, la première chose, vous allez ressentir, Mathilde en a parlé, une émotion. Vous allez ressentir sans doute de la peur, toujours au moins ou tout au moins un sentiment d'insécurité. Ce sentiment d'insécurité va vous engendrer un comportement. Vous allez commencer à ralentir vos gestes, à vous arrêter finalement, et vous allez mettre en place, sans doute, vous allez recruter vos fonctions exécutives, vous allez recruter tout ce dont on a parlé depuis ce matin à cette conférence, c'est-à-dire vos capacités d'attention, vos capacités de concentration. Vous allez aussi solliciter votre mémoire, vous souvenir comment est l'escalier, comment est la marche, pour pouvoir mettre en place un plan d'action pour pouvoir descendre cet escalier de manière en sécurité. Ici va intervenir, qu'est-ce que ça va intervenir? C'est votre sensorialité qui va prendre le dessus. Vous allez commencer à toucher du bout des doigts, vous allez toucher le mur, chercher la rampe, toucher du bout des pieds la marche qui est devant. Donc vous allez commencer à vous adapter. Et puis votre corps va se mettre en action. Et là, c'est toute la fonction motrice. Donc, vous allez recruter vos tendons, vous allez recruter vos muscles et vous allez commencer à descendre votre escalier. Vous descendez prudemment, vous arrivez en bas de l'escalier et vous retrouvez un sentiment de sécurité. Ouf, ça y est, je suis en bas, je retrouve un équilibre, je peux reprendre une activité normale. C'est exactement ça que va faire le psychomotricien. Il va vraiment rechercher à retrouver cet équilibre psychocorporel, et ce, à tout moment de la vie, que ce soit au début de la vie ou alors quand cet équilibre a été perturbé. Donc, pour reprendre, on va reprendre un peu comme pour l'ergothérapeute où il y a une triade. C'est pareil pour le psychomotricien. On va avoir cette triade cognitive, motrice et psychoaffective. Donc, le psychomotricien va travailler sur la globalité en agissant sur le corps et par le corps. Et c'est vraiment, j'insiste sur cette spécificité du psychomotricien puisqu'on va être toujours plutôt engagé dans l'action avec notre patient. Et on va essayer tout au moins de rétablir les fonctions, j'espère qu'on va y arriver, de rétablir les fonctions motrices, mentales et affectives entravées pour essayer de retrouver un équilibre et permettre une adaptation. Donc, le psychomotricien va se situer à la fois dans la rééducation et dans la thérapie. Donc, pour conclure sur cette première partie un petit peu générale, ce qui est à retenir, c'est que le rôle de l'ergothérapeute, c'est de vraiment viser l'indépendance et l'autonomie de la personne dans son quotidien. On considère que le fait de pouvoir réaliser des activités va être vecteur d'un bien-être physique, psychologique, donc finalement de santé. En ce qui concerne le psychomotricien, si vous avez bien compris, on va vraiment travailler surtout sur la fonction motrice
On va travailler sur le réinvestissement du corps par le patient en passant par en cherchant en permanence une meilleure aisance dans la gestion des fonctions à la fois sensorimotrices, émotionnelles et cognitives, cette triade de tout à l'heure, et viser surtout l'adaptation de la personne dans la vie de tous les jours, dans sa communication, dans ses interactions. Alors maintenant, on va peut-être passer... Oui. Donc les deux métiers s'exercent sous prescription médicale, à savoir que l'exercice libéral pour les deux métiers n'est pas conventionné par la sécurité possible, mais qu'il existe des possibilités de prise en charge financière, comme vous l'avez vu avec la PCO, la possibilité d'avoir recours à l'allocation enfant éducation handicap, ou certaines mutuelles qui peuvent prendre en charge une partie des frais engagés. Alors maintenant, on va vous parler un peu plus concrètement, maintenant qu'on a bien défini le rôle de la définition de l'ergothérapie et de la psychomotricité, de voir comment concrètement on va agir. Et pour agir, la première chose qu'on va faire quand on va recevoir quelqu'un dans notre cabinet, c'est d'évaluer en tout cas notre patient, l'enfant, l'adulte, le bébé qui vient jusqu'à nous pour un trouble sur cette prescription médicale. Vraiment, j'insiste là-dessus, on ne vient pas voir le psychomotricien sans sa prescription ou l'ergothérapeute sans la prescription médicale. L'évaluation en psychomotricité, donc après avoir fait l'histoire de la personne, de savoir pourquoi il vient nous voir, va établir un bilan psychomoteur où on va à la fois objectiver, avoir une partie très objective de notre patient en utilisant des tests standardisés et qui sont normés et qui vont nous permettre d'établir une photo et d'établir où en est le patient dans son âge réel de développement. Alors, je vais vous proposer une petite vidéo qui va nous permettre de voir qu'est-ce que fait réellement le psychomotricien. C'était vraiment le but aussi, parce que souvent on parle de nous, mais on ne sait pas ce qu'on fait. Donc le mieux c'était de vous montrer des images. Donc, ici, le bilan psychomoteur. Donc, oups, je reviens en arrière. Je repars. Désolée, je ne suis pas encore au point avec le PowerPoint. Non, c'est pas ça. C'est ça ? En arrière. Regarde. On va faire ça. Merci. Donc en psychomotricité, on va évaluer le schéma corporel, c'est-à-dire l'organisation du corps de l'enfant, puisque on travaille sur le corps. Donc la première chose, c'est d'évaluer ce schéma corporel. Donc là, vous pouvez voir des tests qui sont normés, qui sont cotés, de la reproduction de gestes, par exemple, qui vont nous donner l'organisation spatiale du geste. On va également évaluer la tonicité, en tout cas je vais l'évaluer avec le tonus de fond, le tonus d'action, voir le ballon, l'extensibilité de la personne, et ça va nous donner aussi des indications neurologiques, à minima en tout cas. Sur la latéralité, on va évaluer si la latéralité oculaire, la latéralité pédestre, la latéralité manuelle, si elle est concordante ou discordante, tous ces éléments vont nous donner des indications puisque ça peut engendrer des difficultés motrices. On évalue également la motricité fine. Donc là, ce sont des tests que vous voyez actuellement. Donc, on va regarder à la fois sur une main, sur les deux mains, la coordination unimanuelle ou bimanuelle, et puis l'acte de la motricité fine dans l'acte graphique, le déliement, la dissociation des doigts. Là, toutes les images que vous voyez, ça fait partie du bilan psychomoteur. On va évaluer également les coordinations. Est-ce que l'enfant ou la personne adulte s'est lancée, rattrapée? Est-ce qu'elle synchronise ses mouvements? Est-ce qu'elle peut dissocier ses mouvements aussi? Il y a beaucoup d'indications. Ensuite, on va évaluer l'équilibre. On voit un test d'équilibre dynamique, marcher sur une ligne. Et pendant ces tests, le psychomotricien va aussi observer l'ensemble du corps. Et on en reviendra juste après dessus. Ce n'est pas que normer ou que coter, c'est aussi observer le comportement général de l'enfant. L'organisation spatiale, est-ce que l'on peut se repérer? Toutes ces fonctions vraiment qui nous permettent finalement de nous adapter à la vie de tous les jours.
les notions topologiques, est-ce que je sais, est-ce que mon enfant sait ou est-ce que c'est au-dessus, en dessous, puisque quand vous allez lui donner des indications, eh bien, il faudra bien qu'il puisse comprendre et avoir assimilé toutes ces notions, donc c'est important de les bilanter également. L'organisation temporelle, est-ce que je sais me structurer dans le temps, dans les jours de la semaine, dans le mois, mais aussi est-ce que je peux reproduire un rythme, par exemple là sur cette vidéo, ce qui va nous donner des indications aussi au niveau de l'attention, que ce soit sur les entrées sensorielles ou l'attention en général. Le graphisme, la fameuse figure de Ré, parce qu'on en a parlé tout à l'heure avec le docteur Fossoud. Effectivement, on vise bien, effectivement, s'il y a eu d'autres bilans, on ne la propose pas. Hein, ça, je suis bien d'accord avec vous. Mais en tout cas, qui va nous permettre d'évaluer ces fonctions. Et puis, il y a une particularité, et là, c'était important de vous montrer, une spécificité du psychomotricien qui a vraiment une entrée dans la dynamique de la relaxation, le bilan de relaxation, qui va nous donner l'état tensionnel de notre patient et ses capacités aussi de s'adapter à la relation, au lien à l'autre. On va aller vraiment chercher le contact avec notre patient. Et ça fait partie intégrante enfin, je crois que c'est une spécificité très particulière de la psychomotricité. Et la respiration, qui nous permettra sans doute de gérer nos émotions et qui nous permet de rentrer aussi dans le lien dès le bilan psychomoteur. Je voulais terminer cette vidéo justement sur l'aspect relaxation et sur la respiration, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment ici le fait d'observer le comportement, et tout ce côté du bilan sera beaucoup plus subjectif. Hein, on va regarder l'émotion, la qualité relationnelle, la mélodie kinétique du corps, c'est-à-dire bien comment je marche, est-ce que je marche rapidement, est-ce que je marche doucement, est-ce que j'ai la tête baissée, est-ce que j'ai la tête relevée, qui vont nous donner beaucoup d'indications sur l'état, comment arrive notre patient au sein de notre cabinet, et le psychomotricien va vraiment se coordonner pour faire évoluer tout ça. Je laisse la parole à Sylvain. Alors, au niveau de l'évaluation en ergothérapie, en fait, déjà, la première étape, ça va être de déterminer ce qu'on appelle la plainte occupationnelle. La plupart des personnes qui arrivent à un ergothérapeute ne savent pas forcément précisément ce qu'ils font. Ils arrivent avec une demande du type « mon enfant a du mal à écrire, il est un petit peu maladroit dans la vie quotidienne ». Donc, en fait, on va essayer de chercher à préciser un petit peu tout ça et de vraiment aller creuser dans quelles sont les activités les plus problématiques. On va proposer à l'enfant, en fait, de s'auto-évaluer. Donc à l'enfant, mais aussi, on va faire le même travail avec les parents. On va essayer de mettre en lumière la différence de perception qui peut exister entre les deux. Donc on va proposer à l'enfant, par exemple, des cartes qui vont représenter différentes activités de la vie quotidienne, comme mettre et enlever ses vêtements si on est sur des activités de soins personnels. Sur des activités scolaires, gommer, utiliser l'équerre, préparer son sac, etc. Mais aussi dans le domaine des loisirs, puisque c'est souvent un domaine qui est un petit peu occulté et qui parfois va être quand même prioritaire pour l'enfant. Donc on va demander à l'enfant de s'auto-évaluer et en gros de nous dire si il a un problème ou pas de problème dans cette activité. On va pouvoir classer les cartes sur un plateau. Ça va nous permettre de savoir vraiment quelles activités on va cibler. Une fois qu'on a ce catalogue un petit peu recueilli, on va évaluer ce qu'on appelle le rendement occupationnel, c'est-à-dire, la première étape, c'était déjà de mesurer l'importance que l'activité revêt pour l'enfant. On peut le faire par exemple sur une échelle de 1 à 10, cette activité est très importante pour moi ou pas importante. Il peut y avoir un problème pour faire l'activité sans que ce soit quelque chose de très important pour l'enfant. Donc le rendement, c'est l'efficacité, dans quelle mesure je me sens efficace dans la manière de faire, et dans quelle mesure je suis satisfait de la façon dont je réalise. Ça nous donne des priorités en fait, qui vont nous permettre d'avoir un accompagnement vraiment ciblé sur les priorités de la personne. Là, par exemple, si on regarde ce tableau, ce qui peut être important pour la famille, par exemple des activités de productivité, faire son lit, ranger sa chambre, on va s'apercevoir que pour l'enfant, c'est peut-être pas si important. Et que même s'il ne se sent pas efficace pour ranger sa chambre, puisqu'il est à 4 sur 10, finalement, il est très satisfait de la manière dont il fait. Donc ce sera plutôt un problème des parents et pas forcément de l'enfant. À l'inverse, construire un Lego Star Wars ou faire du vélo, ça sera peut-être ça pour l'enfant qui va être prioritaire. Donc une fois qu'on a déterminé vraiment les activités problématiques, on va avoir nos priorités d'accompagnement.
Et on va aller observer un petit peu plus précisément ce qui se passe. Voilà, par exemple, la difficulté est donc de faire Lego Star Wars. On va aller regarder, alors d'une part, quelles sont les capacités mises en jeu, mais je ne rentrerai pas dans le détail dans la mesure où Hélène l'a bien déterminé. Un enfant qui arrive vers un ergothérapeute sans avoir vu de psychomotricien, on va parfois devoir reprendre des étapes du bilan vraiment sur les capacités, mais on a la chance quand même, nous, de pouvoir avoir... généralement, c'est vrai que si un bilan psychomoteur a été fait en amont, ça nous enlève déjà une partie des choses à aller regarder. Ce qui va intéresser l'ergothérapeute, c'est vraiment plus la mise en situation. D'accord ? Donc cet enfant, par exemple, a un problème pour découper. C'est important pour lui parce qu'il est en maternelle et qu'il est en plein dans l'apprentissage. Donc on va aller regarder pourquoi il a du mal à découper. Qu'est-ce qui vient des capacités? Qu'est-ce qui vient de l'environnement? Qu'est-ce qui vient de l'activité en elle-même et comment on va pouvoir compenser ça? Donc on va utiliser des évaluations là aussi qui peuvent être normées. Par exemple, pour évaluer la manipulation des outils scolaires, on dispose aussi d'évaluations qui vont nous permettre d'évaluer spécifiquement pour certaines tâches ce qui se passe. Et évidemment, les observations, comme disait Hélène, on va aussi regarder tout ce qui est le qualitatif, le comportement de l'enfant, l'investissement dans les activités, etc., etc. Le dernier point, l'environnement qui va être important. Ça ne se fait pas forcément dans un bilan qu'on réalise en cabinet. Par contre, ça fait partie du processus d'évaluation. Mon enfant a du mal à manger. Si cet enfant a du mal à manger, on va regarder est-ce que ça vient de la tenue de la fourchette, est-ce que ça vient de la sensorialité, qu'est-ce qui se passe réellement dans cette activité, en sachant qu'il y a des facteurs qu'on ne va pas forcément voir en cabinet, mais qui peuvent être importants. Par exemple, à la maison, comment il est installé pour manger? Avec quelle fourchette il mange? Dans quel type de bol? Si la difficulté concerne les devoirs, à quel endroit l'enfant fait ses devoirs à la maison? Qu'est-ce que vous utilisez comme support, comme matériel? Qui aide à la maison? Toutes ces questions-là, il va falloir se les poser pour savoir vraiment, pour être sûr d'aller regarder tous les facteurs qui rentrent en jeu. Et donc, le diagnostic de l'ergothérapeute peut se définir un petit peu de la manière suivante. Antoine a du mal à enfiler un pantalon parce qu'il a des difficultés à maintenir son équilibre et il a des difficultés de dextérité, par exemple, qui l'empêchent de manipuler son bouton. On s'aperçoit à la maison que généralement il s'habille debout, en se tenant au bureau. Donc les deux mains ne sont pas libres et du coup ça va, ça va demander aux parents d'être présents et de compenser cette difficulté. Donc généralement à la maison, c'est le papa ou la maman qui va prendre en charge l'habillage. Dans quel endroit on s'habille? Est-ce que c'est dans la chambre, près de l'armoire, sur le lit, etc. Et aussi quel type de bouton l'enfant utilise, parce qu'évidemment ça va avoir une incidence. Donc voilà, suite à ce bilan, on va mettre en place un projet thérapeutique, Sylvain et moi. Et pour cela, on va vous présenter en fait quelle est cette intervention et comment on intervient respectivement en ergothérapie et en psychomotricité. Comment Sylvain et moi on articule tout cela quotidiennement dans notre profession et au sein de nos cabinets respectifs. Pour vous expliquer, on a pris quatre cas et on va commencer tout de suite. Donc là, vous pouvez aller voir sur le diapo et on va commencer tout de suite avec le retard de développement. Je laisse la parole à Sylvain qui va commencer. Okay. Donc, un enfant nous arrive avec des difficultés concernant le quotidien. Ce n'est pas souvent très défini, mais voilà, les parents souhaitent que l'enfant développe de l'autonomie pour s'occuper de lui au quotidien. En ergothérapie, on va commencer par spécifier un petit peu la plainte et déterminer les priorités. Par exemple, la priorité va être se brosser les cheveux et s'attacher les cheveux. On va commencer par analyser les capacités qui sont en jeu dans cette situation. Donc si on regarde au niveau de la vidéo, on va observer par exemple qu'il y a des difficultés pour croiser ce qu'on appelle la ligne médiane, aller chercher de l'autre côté du corps. Et donc cette jeune fille va avoir des stratégies qui font qu'elle va changer de main pour aller du côté gauche, qu'elle a du mal aussi à savoir dans quel sens partir. Donc voilà, ça vient de difficultés de croisement de la ligne médiane. Au niveau de l'appréhension, il n'y a pas de difficulté, mais c'est quelque chose qu'on va regarder. Comment elle organise son geste et dans quelle mesure elle est précise. Par exemple, là, on voit qu'elle se brosse vraiment le devant, mais qu'à aucun moment elle va chercher à l'arrière, que des fois ça commence au-dessus, mais ça ne va pas jusqu'au bout. Donc,
il y a des capacités qui sont en jeu dans tout ça. Autre chose qu'on va regarder aussi, c'est en plus de la conscience corporelle, le contrôle visuel. Par exemple, pour se brosser les cheveux, il faut se regarder dans le miroir et avoir un retour sur ce qu'on fait. Donc si la personne n'a pas ce contrôle visuel, l'activité va être compliquée. Donc dans tous les cas, on va commencer par un renforcement de ces capacités sous-jacentes. La chance qu'on a avec Hélène dans notre travail de collaboration, c'est que on va se répartir les rôles effectivement sur en termes de capacités sous-jacentes. Par exemple, voilà, ce qui va être travaillé avec Hélène. Je vais te laisser la parole. Donc oui, là c'est une patiente que l'on a en commun sur les vidéos que vous pouvez voir. Et effectivement, donc, sur cette question d'autonomie, merci. Donc sur la question de l'autonomie, eh bien moi de mon côté, je vais reprendre ce dont Sylvain vous a exposé, c'est-à-dire toute son organisation praxique. Je serai moins sur l'habilité en elle-même, mais sur tout ce qui va permettre à l'enfant ou à l'adolescent ou l'adulte de mettre en place cette autonomie. Donc à travers le film, voilà, on va retrouver notre petite patiente. Ah non, j'y arrive vraiment pas à chaque fois. Le film ne déclenche pas. Ah voilà, c'est bon. On va faire comme ça, ça devrait se déclencher. L'organisation praxique, on y retourne. Donc comme tout à l'heure, comme on a vu, en fait, on va commencer par retravailler d'abord son schéma corporel. Là, un retard de développement qui a nécessité de retravailler sur les limites de son corps. Donc là, vous voyez vraiment des exercices qui va permettre de renforcer. On va intégrer aussi l'axe corporel dont vous a parlé Sylvain tout à l'heure. Donc on lui propose divers exercices. J'ai fait une pause pour vous montrer bien comment ça se passe. En fait, l'axe corporel va permettre de coordonner nos mouvements au centre du corps, de coordonner là pour le chouchou de mettre derrière. Donc, il fallait aussi retravailler cette conscience qui n'était pas encore suffisamment intégrée. Voilà, recontinuer, je reclique. Non, c'est pas ça. Désolée. Oh. Une formation en PowerPoint à faire. Super, merci Sylvain. Bon, c'est notre relais. Je vais laisser tourner, ça sera plus simple, je ferai moins de bêtises. Tout de même, donc l'intégration de l'axe corporel reprend. Donc là, on doit rétablir, on voit que c'est synchronisé le mouvement. Et puis on va retravailler la motricité fine, le déliement, la dissociation du doigt. Dans ce qu'on avait, on fait le lien tout de suite avec le bilan que vous avez pu voir tout à l'heure, puisqu'il a objectivé des difficultés. On voit comme c'est difficile de dissocier les mouvements sans bouger par exemple le poignet. Et donc, on va reprendre par un entraînement quotidien. Enfin, souvent, les gestes sont repris aussi par la famille, ils sont repris avec l'enfant. Elle a un entraînement personnel à faire, mais on lui donne en tout cas des indications. On va retravailler la tonicité. Pour mettre l'élastique, eh bien, il faut de la force tonique. Donc, si le bilan objectif des difficultés au niveau de sa tonicité. Et puis, on va la remettre sur des tâches plus complexes, par exemple ici avec le fil, et qui va également retravailler sur le déliement, la dissociation, repérer mes doigts, le pouce, l'index, le majeur, et lui donner voilà, des exercices de coordination manuelle nécessaires pour la mise en place de son autonomie au quotidien. Là, on voit les difficultés que peuvent engendrer ces mises en situation. Et puis, sur cette jeune fille, il y avait un retard de développement important. On travaille aussi la vitesse d'exécution, puisqu'on sait que avec Sylvain, en ayant parlé ensemble de nos objectifs, eh bien, elle avait besoin de mettre en place cela avant l'école. Et donc, il fallait aussi que le geste soit rapide. Donc, on va travailler aussi sur la rapidité de l'exécution et augmenter sa réactivité. Donc, sur l'aspect composante de l'activité, on va chercher à travailler des stratégies en fait, qui vont permettre à cette jeune fille, en attendant qu'elle développe des capacités sous-jacentes efficaces, de quand même gagner en autonomie, en indépendance à la maison.
Et donc, par exemple, une des stratégies choisies avec elle, ça a été de se dire, voilà, si je viens poser ma main au niveau de la raie, je vais pouvoir du coup utiliser un côté et sans avoir en sorte que la brosse dépasse le moins possible pour pas aller chercher d'un côté ou de l'autre, même si c'est pas toujours très efficace. Là, on était sur vraiment un début d'apprentissage. On va chercher les stratégies qui vont permettre de faciliter l'activité. L'installation, le fait d'être assis plutôt que debout, ça va éviter d'aller mettre en jeu le corps de manière plus globale. Donc voilà, ça va faire partie des stratégies d'adaptation de l'activité. Au niveau du matériel, donc là on est sur un travail en cabinet, mais il y a des éléments déjà matériels sur lesquels on peut jouer, par exemple le choix de l'élastique au moment de mettre le chouchou. Sur le brossage, ça va être le choix du miroir. Et par exemple à la maison, quand on va remettre ça en pratique, on va regarder où est-ce que l'enfant se brosse. Est-ce que c'est dans la salle de bain face à un grand miroir ? Si l'environnement est fait comme ça, on va peut-être regarder, parce que si l'enfant a des difficultés exploratoires, peut-être que le grand miroir ne sera pas forcément adapté et qu'un petit miroir rond avec de la lumière sera facilitant. Donc il y a vraiment cet aspect prise en compte de l'environnement réel. Voilà, donc ce premier cas vous a permis de voir vraiment, à mon sens, ce travail de collaboration entre Sylvain et moi, le fait que lui il se mette sur l'autonomie et que je reprenne sur l'organisation praxique et tout son travail, par exemple sur le repérage ici au niveau de la tête de notre patiente, et bien l'importance de retravailler l'axe corporel par exemple. Donc c'est toujours ce va-et-vient entre nos deux professions, mais qui vont me permettre de travailler en collaboration et en communication. C'est important que l'on communique, Sylvain, moi, communiquons beaucoup pour faire avancer ces jeunes vers l'autonomie. La deuxième situation, c'était une situation un peu différente sur une personne présentant un trouble de l'équilibre, puisqu'on retrouve ce trouble régulièrement aussi au cabinet, que ce soit pour des enfants présentant un trouble développemental des coordinations ou autre. Là, j'ai choisi alors c'est un patient que Sylvain va voir, je lui ai orienté suite au travail que j'effectue avec lui, pour toujours dans le même objectif de remettre en situation dans son quotidien. Je vais travailler moi d'abord au cabinet, puis ensuite Sylvain va reprendre ce travail pour le mettre en situation finalement réelle. Donc, le travail sur un autre, pour bien que vous puissiez voir, je ne touche plus. Allez, c'est parti pour l'équilibre. Et voilà les exercices avec ce jeune donc, qui a une déficience, qui a une atteinte auditive avec un trouble cochléaire, une atteinte cochléaire bilatérale, et donc qui lui engendre beaucoup de difficultés au niveau de son équilibre, et du coup, sa conscience corporelle avait été très diminuée. Il n'utilisait plus son corps dans toutes ses fonctions, dans toute son amplitude, dans tout son espace. Donc on a bien retravaillé d'abord à reprendre confiance et réutiliser l'ensemble du corps. Il ne s'agit pas que de marcher, il s'agit aussi d'aller dans toutes les directions avec ce corps qui était abîmé par ces chutes répétitives. On a beaucoup travaillé du coup l'émotion et la confiance en soi. Et puis ensuite, on a abordé le travail de rééducation motrice. Et là, c'est vraiment l'objectivité du test qui va nous aider. Il manquait de flexion, donc on a travaillé sur des exercices de flexion. Toujours, le psychomotricien va accorder du plaisir à travers tous les exercices que l'on va proposer. Là, vous allez voir les réactions. J'aime cette vidéo car on voit vraiment la réaction de plaisir que prend nos patients dans les séances. C'est aussi le dépassement de soi de venir en psychomotricité et de venir réguler son trouble de l'équilibre et de donner des postures. Par exemple, là, il poussait le mur, on imagine de pousser le mur et ça nous permet de nous dépasser et d'aller chercher de nouvelles fonctionnalités. En psychomotricité, on planifie aussi, on structure, on utilise aussi des méthodes, on reviendra dessus, des méthodes top-down, et on va structurer, lui donner une organisation, lui donner un chemin. Donc, il avait par exemple une impulsivité, le fait de chuter faisait qu'il avançait beaucoup trop vite. Donc le but, ça a été je vais faire pause. Le but, c'est pas grave. Le but, ça a été vraiment de diminuer son rythme au niveau de l'impulsivité. La même chose que l'on pourra peut-être travailler justement avec les enfants TDAH, de rediminuer, de donner des expériences corporelles qui vont
ralentir sa gestuelle. Et enfin, la mise en situation, vous l'avez vu à la fin de la vidéo rapidement, je voulais faire une pause mais on n'a pas pu, j'ai pas réussi. En tout cas, il avait ce plateau, puisque c'est un jeune qui travaille en dehors avec un plateau et donc qui veut être serveur. Donc le but maintenant, c'est de le mettre en situation, mais que dans le cabinet. Et je laisse la main à Sylvain qui lui va faire la suite. Alors, du coup, on va regarder, donc dans la même situation, une personne qui présente des troubles de l'équilibre. On va regarder ce qui est dans des facteurs personnels, par exemple, dans l'apprentissage de stratégie. On va avoir, par exemple, l'apprentissage de la chute. Comment on chute selon le contexte, comment on se relève aussi pour vraiment mettre la personne déjà en capacité. Donc, on va travailler, par exemple, sur la façon de chuter. Concernant les activités, elles peuvent être diverses et variées. Je vous ai mis quelques exemples. On a besoin de notre équilibre, par exemple, pour porter un plateau repas à la cantine. Et cette activité, forcément, se déroule dans un cadre particulier. On a besoin de notre équilibre pour descendre les escaliers. C'était le premier exemple d'Hélène. Et descendre un escalier, ça ne va pas être la même chose selon si une rampe est installée ou pas, selon si des camarades vont passer et vont, par exemple, stresser un petit peu la jeune fille qui cherche à descendre les escaliers. On voit bien qu'elle marque une pause et qu'elle se lance qu'au moment où il n'y a plus personne. Petit spoiler, on va voir un petit peu sa réaction de surprise quand quelqu'un arrive par la suite. Mais voilà, il y a l'apprentissage des stratégies pour descendre l'escalier. Voilà. On peut avoir aussi besoin de l'équilibre pour attraper des objets dans un placard, pour traverser la cour. L'ergothérapeute va vraiment s'intéresser aux situations dans lesquelles l'équilibre va être nécessaire. Bon, on va laisser Stitch arriver. Et donc les facteurs environnementaux, tout ce qui est de l'ordre de l'humain, c'est-à-dire il y a les aidants qui sont présents, est-ce qu'il y a des camarades, etc. Et au niveau matériel, on va regarder peut-être pour certains cas particuliers, la mise en place de certains types de cannes ou certains types de mobilier éventuellement. On accélère peut-être un petit peu parce qu'on est un peu en retard, je crois. Vas-y. Donc, troisième situation, une personne qui présente un TDAH. Je te laisse reprendre la... Alors, on en a parlé beaucoup, vous avez entendu beaucoup parler de choses sur le TDAH aujourd'hui. Donc, comment le psychomotricien, lui, va agir sur le TDAH? Moi, je ne vous rappelle pas la triade, mais impulsivité, inattention, hyperactivité, vous l'avez entendu depuis ce matin. En fait, nous, notre spécificité, c'est d'être psychomotricien, donc d'agir sur le corps. Donc, on va d'abord diminuer l'impulsivité comportementale de notre patient, surtout en renforçant l'inhibition motrice, en lui proposant essentiellement des jeux, là c'est une photo du cabinet, en lui proposant des situations et en lui donnant des stratégies, en le mettant vraiment en situation d'inhibition et qu'il intègre cette inhibition, simplement. Sur le versant cognitif, on lui proposera des jeux spécifiques également, mais vraiment notre spécificité, c'est d'agir toujours par le corps. On va multiplier aussi les exercices nécessitant un contrôle attentionnel pour répondre au TDAH, mais là aussi, pareil, le corps engagé. Et on va plutôt travailler sur l'attention auditive, sur l'attention visuelle. Le psychomotricien s'intéresse aussi au profil sensoriel. Elena m'a posé une question tout à l'heure. J'avais oublié tout à l'heure de le dire sur le bilan, mais toute cette sensorialité. On a un regard particulier sur l'attention, sur la vue, et voir s'il y a d'hypersensibilité. Et on va proposer ce travail aussi dans le contrôle de l'attention. Notre relaxation, on la retrouve dans la prise en charge du TDAH. Et alors moi, personnellement, je suis sophrologue aussi. Donc, du coup, je vais utiliser les techniques de sophrologie pour rendre l'enfant TDAH ou la personne TDAH autodidacte, c'est-à-dire qu'elle puisse contrôler, gérer ses émotions aussi dans un autocontrôle de soi. Là, on voit une jeune fille qui intègre la respiration, j'ai noté en IRTER pour vous donner un exemple concret. Inspiration, rétention, tension, expiration, souffle. Lui donner des mots techniques comme cela pour vraiment qu'elle puisse, en situation à l'école,
à la maison ou dans son quotidien, qu'elle puisse réutiliser rapidement. Donc elle va s'exercer au cabinet, mais elle aura des exercices aussi qui lui seront apportés et elle reviendra avec. Donc voilà, vraiment des stratégies bien spécifiques pour qu'elle puisse devenir autodidacte. Le but, c'est quand même toujours l'autonomie et que ces enfants et ces adultes n'aient plus besoin de nous, donc leur donner une technicité. Enfin, au-delà du programme Barclay que vous a proposé, dont vous a parlé Jérôme, nous aussi, on a une famille qui arrive au cabinet et donc surtout chez les enfants présentant un TDAH, il y a cette souffrance aussi parfois de la famille et on est là aussi dans cette guidance parentale. On va guider la famille à comment s'adresser à son enfant, comment organiser son quotidien. Notre spécificité peut-être un peu en tant que psychomotricien, c'est qu'on va toujours essayer au sein de notre cabinet d'abord les outils pour qu'ils puissent le généraliser à la maison. C'est bon. Alors en ergothérapie, accompagnement du TDAH, en fait, commence toujours de la même manière, on va déterminer quelles sont les activités qui posent problème. Une fois que c'est déterminé, donc du coup, on va prendre des exemples un petit peu fréquents. Par exemple, mon enfant a du mal à ranger après un jeu, ranger sa chambre. Pour se laver, c'est compliqué. Pour respecter l'heure du coucher. Dans les activités scolaires, par exemple, il a du mal à faire son sac, à être attentif en classe, etc., etc. Donc on va prioriser les demandes et proposer des stratégies pour répondre aux besoins. Alors, par exemple, Mathilde parlait de métacognition, il existe la méthode Reflecto, par exemple, qui permet de faire prendre conscience à l'enfant du fonctionnement de son cerveau. Par exemple, quand on est face à un problème, on va dire un problème de mathématiques, d'abord on analyse les informations, ça va être le rôle du détective. On va utiliser des petits bonhommes en fait, qui vont représenter les différentes fonctions pour faire prendre conscience à l'enfant par quelles étapes il doit passer pour, par exemple, résoudre un problème de mathématiques. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être pratiqué beaucoup, notamment par les neuropsychologues, avec qui il va y avoir aussi des champs de compétences communs. Voilà, l'objet, c'est vraiment de parler du lien ergo-psychomote, mais forcément, ce lien se fait aussi avec d'autres professionnels. Voilà, un petit peu plus spécifique à l'ergothérapie, c'est de vraiment se centrer sur la tâche. Imaginons que la problématique soit apprendre une poésie. Du coup, on va tester et mettre en place des stratégies qui fonctionnent pour cette activité qui est apprendre une poésie. Si c'est ça qui est important pour la personne, par exemple, ça va être de visualiser la longueur des strophes, par exemple, qui va permettre de donner des stratégies mnémotechniques, de marcher dans l'espace et de se donner un rythme, par exemple, pour vraiment arriver à aboutir à ça. Des adaptations du cadre familial ou scolaires qui vont passer par exemple par la mise en place de routines, par la mise en place d'outils comme le time timer qui va permettre de minuter certaines activités, de combien de temps je peux disposer pour jouer à la console ou combien de temps pour passer à se laver, etc. Des choses qui vont permettre à l'enfant de rendre son environnement plus prévisible et donc de diminuer en fait les troubles qui peuvent exister. Dans l'adaptation de l'environnement, pour organiser le sac, par exemple, la mise en place de codes couleurs au niveau des cahiers, en lien avec un emploi du temps, et qui peut être aussi mis en place à la maison avec une armoire, avec des codes couleurs. La création de cartes mentales, par exemple, donc là, on est sur vraiment du milieu scolaire, un enfant qui peut avoir des difficultés de lecture ou de concentration, on sait que certains outils, notamment comme les cartes mentales, peuvent être utilisés pour lui permettre d'organiser ses idées, de structurer sa pensée, et on va travailler en lien là avec les enseignants, avec la famille, pour vraiment les aider à mettre en place ce genre d'outils au quotidien. Je passe un petit peu vite, mais je crois qu'on arrive sur la fin. Au niveau des adaptations plus matérielles, pour un enfant avec une hyperactivité par exemple, la tendance parfois, ça peut être de dire on a un problème, il bouge, justement faisons-le bouger. C'est pas en contraignant un enfant à rester assis qu'on va régler les problèmes qui peuvent se poser. Donc par exemple, comment on peut permettre à un enfant de bouger, de répondre à ses besoins corporels en classe, par exemple en lui proposant une chaise qui est installée sur un pneu qui va lui permettre de bouger, un ruban installé sur une table. Des choses à manipuler également. On va essayer de trouver des stratégies qui soient acceptables évidemment par les enseignants et par l'enfant pour lui permettre de répondre à ses besoins.
La dernière situation, du coup, ça va être sur la prise en charge des difficultés graphiques parce qu'il y a souvent une grosse confusion là-dessus. Pour le coup, sur cette situation, c'est là où on va vraiment retrouver le plus de complémentarité. Oui, c'était important aussi de resituer, de terminer cette différence, enfin en tout cas la singularité, la complémentarité de l'ergothérapie de la psychomote par les difficultés graphiques. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on suit aussi la recherche, on suit aussi les recommandations de la Haute Autorité de Santé et que nos professions évoluent et que nous aussi, on se forme en permanence et on se remet, si je peux me permettre, à la page et on va faire évoluer notre pratique. Moi, ça fait 25 ans que je pratique le métier de psychomotricienne et je ne prends pas en charge aujourd'hui un TDC comme un trouble développemental des coordinations, un enseignement, une dyspraxie. Je ne le prends pas en charge de la même façon que je le prenais en charge il y a 25 ans. On va utiliser des méthodes top-down sur la tâche, nous aussi les psychomotriciens, et abandonner le bottom-up, les autres méthodes que vous avez pu voir parfois dans les autres études de cas. Et bien pour l'écriture, c'est la même chose. Les hautes autorités recommandent de s'attacher à l'acte d'écrire. Et donc Sylvain comme moi, on va travailler la même chose. Donc c'était important pour nous de vous resituer ça. Et pareil, avec le trouble développemental des coordinations, on va aussi travailler dans les mêmes objectifs et un peu de la même façon. Alors juste sur l'écriture, on va vite passer parce que c'est pas tant le sujet, mais en tout cas, on va, avant 5-6 ans, tous les deux, on va consolider les prérequis graphiques. Les prérequis graphiques, c'est-à-dire on va travailler au niveau moteur sur la synergie entre les articulations, mettre en place l'inhibition motrice, la translation du bras, tout ce que l'enfant doit mettre en place au niveau moteur avant de pouvoir accéder au geste d'écriture. Et on va aussi travailler l'investissement graphique de l'enfant puisqu'on reçoit beaucoup d'enfants qui ont du mal à laisser une trace, sans doute liée, Mathilde le voit aussi, sans doute liée aussi à ses émotions. On va lui proposer différents supports, retravailler l'émotion des enfants. Donc, chacun l'un et l'autre. Après 6 ans, je laisse la place à Sylvain. Voilà, à partir de 6 ans, du coup, on va être dans la recherche de l'amélioration de la posture de l'enfant, en mettant par exemple en place des aménagements spécifiques ou en travaillant de manière plus rééducative. On va affiner le geste dans sa fluidité, sa régularité. On va travailler sur la composante qualité et vitesse de l'écriture. Tu continues ? Oui, enseigner des stratégies. On voit qu'ici, on est obligé de retravailler tout ça. Nous aussi, les psychomotriciens, de proposer des supports, comme l'utilise et comme vous a montré Sylvain depuis le début, d'enseigner des stratégies pour optimiser le tracé des lettres. Ça va être vraiment une méthodologie. Et ensuite, on va adapter nous aussi le matériel, puisque notre objectif, c'est quand même que l'enfant ait tout au niveau scolaire pour pouvoir réussir sa tâche. Donc là, effectivement, on va avoir vraiment à la fois une complémentarité, mais aussi on va avoir peut-être des missions qui vont se superposer. Après, le but, c'est pas de faire forcément les deux thérapies, mais un psychomotricien peut très bien rééduquer l'écriture, un ergothérapeute également, et après avec les spécificités propres, mais pour le coup, ces deux professions sont habilitées à le faire. Juste la seule chose qui va peut-être nous différencier un petit peu au niveau du graphisme. Alors d'une part, peut-être les actions environnementales. Vous avez vu qu'on a parlé beaucoup au début de l'influence de l'environnement sur la capacité à réaliser les activités. Donc par exemple, moi de mon côté, je vais aller un peu regarder ce qui se passe en classe. Par exemple, au niveau des exigences scolaires, qu'est-ce que l'enseignant demande à l'enfant ? Oui, mais moi je voudrais qu'il écrive le cours, d'accord ? Du coup, écrire un cours, ça veut dire mobiliser à la fois les compétences cognitives, les compétences motrices, etc. Est-ce que c'est vraiment le but ? Donc on va peut-être diminuer les exigences de la tâche. Au niveau environnemental, qui aide l'enfant à écrire, qui aide l'enfant à ranger, etc. Et peut-être aussi dans quel environnement cet enfant travaille. On sait que par exemple, dans une classe qui serait surchargée d'un point de vue visuel, on va être moins attentif et peut-être moins bien travaillé que dans une classe qui va être peut-être un peu plus épurée. Donc ça fait partie des actions qu'on peut avoir aussi auprès des enseignants, les aider à mettre en place un environnement facilitant pour l'enfant. Ah, pardon. Non, c'est pas grave.
Voilà, juste le psychomotricien va peut-être augmenter un petit peu, je vais faire vite parce qu'on est pris par le temps, mais on va renforcer, comme vous l'avez vu, par la relaxation, par des méthodes positives, la confiance en soi et le sentiment d'échec qui est souvent ressenti chez les enfants présentant un trouble graphique, et repartir de temps en temps un petit peu dans la conscience corporelle, si on voit au cours des séances qu'il manque des fondements à cet acte graphique. Pour terminer, je suis sûr qu'après on a fini. Donc sur le côté adaptation, donc on va aussi au niveau du rôle de l'ergothérapeute chercher la mise en place de compensation. On va chercher à compenser les situations de handicap. Donc là on va se demander finalement cet enfant qui a des difficultés pour écrire, dans quelle tâche il va être en difficulté? Est-ce que c'est pour prendre des notes sous la dictée par exemple? Est-ce que c'est pour compléter un polycopier? Rédiger une évaluation, faire des devoirs à la maison, etc., etc. Donc on va vraiment se centrer sur la tâche, se poser la question, est-ce que c'est un problème de qualité, de vitesse, de douleur? Et avec ces facteurs-là, on va aller vers des aménagements. Alors il y a dans un premier temps les aménagements un petit peu classiques que tout le monde connaît. Diminuer la quantité d'écrits, donner des photocopies, c'est-à-dire compenser intégralement le trouble, parce que ce qu'on cherche, c'est pas on s'en fiche qu'il écrive ou quoi, c'est qu'ils comprennent ce qu'il fait, qu'ils comprennent ce qui est dit. Donc parfois, ça va être simplement de supprimer l'acte graphique, favoriser l'oral, proposer des évaluations à trous, etc. Et je voulais terminer sur un point qui, pour le coup, nous différencie. On envoie souvent vers l'ergothérapeute pour mettre en place l'outil informatique. L'outil informatique, c'est la diapo d'après, du coup. Hop. Voilà. Donc mettre en place l'outil informatique, en fait, ça va nécessiter plus que simplement un bilan au niveau du graphisme. Parce qu'il va falloir aller analyser quelles sont les activités que l'enfant réalise en classe, et ce n'est pas juste écrire. Ça va être lire et comprendre les consignes. Notamment, on a parlé des enfants qui présentent un trouble du langage écrit. Parfois, le problème dans l'écriture, il ne vient pas du geste. Il vient de la difficulté à l'enfant à écrire, tout simplement à savoir dans quel ordre il va mettre les lettres, dans quel ordre il va mettre ses mots. Donc parfois, l'ordinateur, si la difficulté, c'est savoir comment j'écris le mot, l'ordinateur ne va pas forcément être la solution. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander à l'enfant d'être autonome et de prendre des notes. Par contre, l'ordinateur va peut-être l'aider, si l'enseignant fournit un support de cours sur clé USB, à lire à la maison ses cours et à les écouter, par exemple. Là, l'ordinateur aura une utilité, mais par contre, l'objectif n'est pas le même entre je prends mes notes tout seul ou j'utilise l'ordinateur, par exemple, pour lire, écrire. Et il en va de même pour toutes les autres activités que l'enfant réalise dans sa scolarité, calculer, poser des opérations, faire de la géométrie, lire un manuel scolaire, par exemple, un manuel scolaire qui serait très chargé avec plein d'exercices partout, etc., ça peut être compliqué aussi. Donc comment on peut adapter visuellement avec un ordinateur, c'est très facile. L'organisation, la capacité à apprendre, etc., etc. Donc voilà, je voulais juste faire un petit point effectivement sur la mise en place de l'outil informatique, qui n'est pas toujours le meilleur outil et qui n'est surtout pas toujours ce qu'on croit. On ne donne pas forcément un ordinateur à un élève parce qu'il a des problèmes pour écrire. Voilà. Donc là, je pense pas grave, après, parce qu'on est un peu pressé par le temps, on va conclure du coup pour laisser la place aux questions. Des conclusions, donc effectivement, on espère en tout cas avoir répondu à la différence entre l'ergothérapie et la psychomotricité, mais toujours ces deux professions sont en lien. Vous avez pu voir, on part sur le corps, donc forcément on a des connaissances et des outils qui peuvent être en commun. Et ce qui était important aussi de vous dire, c'est notre expérience à Sylvain et moi, et chaque psychomotricien, chaque ergothérapeute va faire ses propres aussi formations, au même titre que les orthophonistes ou les neuropsychologues. On va se former aussi à des spécialités, et que c'est très important aux familles de se renseigner sur les spécialités de leurs professionnels. On peut très bien avoir un psychomotricien qui est formé au profil sensoriel, un autre qui ne l'est pas, un ergothérapeute qui est également formé au profil sensoriel. Donc c'est important lorsque vous allez consulter un psychomotricien ou un ergothérapeute, de prendre, de connaître réellement à quoi il est formé et est-ce que ces formations correspondent à vos attentes pour votre enfant.
Dans les facteurs qui vont jouer, il y a également la fréquence d'accompagnement. Si par exemple la famille est disponible pour un suivi, mettons, hebdomadaire, voir l'ergothérapeute une fois par semaine, il est évident qu'on va plutôt essayer d'aller se centrer sur l'activité de l'enfant plutôt que de reprendre toutes les composantes. Donc là, ça devient intéressant d'avoir un ergothérapeute et un psychomotricien en même temps, et pas forcément l'un après l'autre, parce que chacun pourra du coup aller sur sa spécificité et on peut gagner du temps et gagner en efficacité. Les demandes des familles vont aussi influer sur ce que chacun va être amené à proposer. Un enfant qui serait suivi qu'en psychomotricité, Hélène va pouvoir avoir des demandes sur l'écriture, peut-être sur l'habillage, et de la même manière, je peux avoir des demandes un peu plus centrées sur le corps. Oui, exactement. Pour parler juste concrètement, et je finirai là-dessus, si bien sûr notre but c'est pas non plus quand les familles viennent nous voir et dire mais moi on a travaillé le corps mais il sait pas découper quelque chose, je vais pas forcément toujours lui dire eh bien d'aller voir l'ergothérapeute. On est aussi habilité à le faire au même titre que Sylvain sera habilité à rééduquer des fonctions motrices. Voilà. Merci de votre attention. Merci à vous.